Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du point lecture du mois d'octobre, mois au courant duquel j'ai lu 7 livres, 7 romans, aucun thriller puisqu'en fait au mois de novembre je vais participer au challenge The Black November. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que c'est un challenge basé uniquement sur les thrillers, d'où le fait que je n'en ai pas inclus au mois d'octobre. Voilà, pour les garder pour le mois de novembre. Donc j'ai lu 7 romans ce mois-ci, je vous en parle tout de suite, mais un petit mot avant. J'ai changé le format de mes vidéos. Avant, je vous présentais à la fin du mois toutes mes lectures du mois en une seule fois, donc ça me prenait 2 heures pour filmer, en sachant que pour certains c'était des livres que j'avais lus en début de mois, que j'avais déjà commencé à oublier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le format de mes vidéos, à savoir que désormais je vous présente les livres au fur et à mesure que je les ai terminés, donc à des jours différents du mois. Et en sachant que du coup ça fait comme si c'était une sorte de vlog et non pas de vidéo. Vous allez comprendre quand vous allez commencer à regarder les images. Pourquoi j'ai changé le format de mes vidéos? Tout simplement parce que contrairement à ce que Booktube peut montrer, ce n'est pas du tout un exercice facile de se filmer en train de parler livre. C'est quelque chose qu'il faut souvent préparer, et même en préparant c'est difficile. On croit que les gens ont juste à parler comme ça devant leur appareil photo et tout se met en place et c'est fluide et tout est parfait, et c'est pas du tout le cas. C'est très très difficile de parler de livres devant un appareil photo, et je sais de quoi je parle. Et je pense que du coup, vous parlez de bouquins à la fin du mois uniquement en sachant que les livres de début de mois, j'avais commencé à les oublier, créer un tournage moins fluide. Je me trouvais pas forcément naturelle quand j'en parlais. Et puis il fallait que je travaille mes notes parce que je m'en souvenais plus. Enfin, c'était un peu compliqué, ça me prenait énormément de temps. Donc je me suis dit que en tournant une vidéo dès que j'avais fini un bouquin, peut-être que du coup mon débit de parole allait être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide, et que ça allait être nettement mieux au niveau du film en lui-même. Voilà, donc j'ai l'impression quand même qu'il y a un léger mieux, puisque là à l'heure où je vous parle, j'ai monté la vidéo pour ce qui concerne mes points lecture du mois. Donc là je tourne que la partie d'introduction de la vidéo. Et je trouve qu'effectivement, il y a quand même une progression et un mieux. Alors, sachant aussi, je vous le précise, comme je vous tourne dès que j'ai terminé un livre, il faut savoir que c'est souvent le soir en semaine. Donc, je viens de prendre ma douche, je suis en pyjama, j'ai les cheveux mouillés, j'ai une tête de cul. Voilà. Donc, mais je m'en fiche complètement, je suis là pour parler bouquin et pas pour faire la bimbo. Alors j'espère que ce nouveau format vous conviendra. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos si vous préférez ce format là ou si vous préfériez les anciennes vidéos où je vous en parlais tout d'un coup en une seule journée. Voilà, donc c'est libre, allez-y, n'hésitez pas à commenter. Et voilà, on va commencer le point lecture. Du coup, j'ai 7 romans à vous présenter qui sont juste derrière moi. Alors, il n'y a pas que des romans, j'ai aussi un manga à vous présenter qui était super. C'est parti, on y va? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 octobre et je viens de terminer ma lecture. Enfin, j'ai terminé cette lecture avant-hier, mais j'ai pas eu le temps vendredi de faire une vidéo dessus. Donc j'ai terminé avant-hier le 3e tome de Vernon Subutex de Virginie Despentes. Et c'est aux éditions Grasset. Je vais vous mettre en barre d'infos, enfin en dessous de la barre d'infos, le lien vers 2 de mes précédentes vidéos dans lesquelles je parlais beaucoup plus en détail de ce fantastique roman. Je vais juste vous donner un avis un peu sommaire, juste mes impressions sur ce 3e volume. Alors j'ai beaucoup aimé, comme les 2 précédents, mais moins aimé que le tome 2. Le tome 2 avait été pour moi la révélation, ça avait été le choc, ça avait été le big coup de cœur. J'avais adoré la plume de l'autrice, que je trouvais vraiment superbe et très juste, avec beaucoup de profondeur.
Mais je sais pas, autant j'avais beaucoup aimé le premier volume, mais ce n'avait pas été un coup de cœur, autant j'ai trouvé que le deuxième tome avait été une révélation. Ce que j'aime chez cette autrice, et particulièrement dans cette trilogie, c'est que l'autrice a mis en avant la fragilité des personnages, de tous les personnages, ce qui fait qu'on a éprouvé, en tout cas pour ma part, j'ai éprouvé beaucoup d'attachement et de peine et de tout ce que vous voulez, de chagrin, d'émotion. Les personnages m'ont beaucoup ému, tous sans exception, même ceux qui n'étaient pas très gentils de base. Parce que c'est justement pour ça, parce que l'autrice a su mettre en avant toute leur fragilité. Et du coup, les persos qui sont pas franchement sympathiques à premier abord, et même ceux-là, ces personnages que vous auriez dû détester dans un autre roman, et dans celui-ci, ça fonctionne, ça passe, et il vous émeut. Voilà, c'est comme ça. J'ai été émue par tous les personnages, peu importe qu'ils soient sympathiques ou non. Et vraiment, cette fragilité a été vraiment mise en avant dans le volume 2. Et je sais pas, il y a eu quelque chose dans ce deuxième tome qui a fait que vraiment ça a été un big coup de cœur. Voilà, s'il y a un truc à retenir de cette trilogie, c'est la nostalgie et le fait d'éprouver de l'attachement pour des persos qui à la base n'en méritent pas. Pas forcément. Et voilà. Mais je sais pas, dans ce troisième volume, alors je l'ai bien aimé aussi, sauf que je l'ai quand même un peu moins aimé. Bon, voilà, c'était vraiment... Je pense qu'aussi, voilà, vous lisez une trilogie, vous lisez une saga, et il y a forcément un volume qui vous a plus plu qu'un autre. C'est vraiment histoire d'avoir eu une préférence. Donc ce volume-là, je l'ai un peu moins aimé que les autres. Alors, parce que je l'ai trouvé moins nostalgique, je l'ai aussi trouvé plus violent, plus dur. Et je n'ai pas, franchement, aimé la fin. Enfin, la fin pour le coup, je l'ai trouvée un peu moyenne. Bon. Voilà. Mais sinon, globalement, en aucun cas, cette lecture sera un regret. C'est vraiment une trilogie coup de cœur. J'adore la plume de l'autrice. Elle est crue, elle est franche, elle est sans concession. Et puis c'est tellement écrit avec tellement de justesse, vous apprenez plein de choses sur la société en lisant ces bouquins, franchement j'adore, je peux que vous conseiller cette trilogie. Alors après je peux comprendre aussi les gens qui n'ont pas forcément aimé, qui ont eu du mal à accrocher, parce que bon, il faut aimer le style, il faut aimer le genre, il faut aimer la nostalgie, aimer les livres un peu noirs, un peu sombres. Dans ce livre, il ne se passe pas grand chose, faut dire ce qui est. Mais voilà, moi ça l'a complètement fait et j'ai vraiment surkiffé cette trilogie, surtout le tome 2 comme je vous l'ai dit. Donc je ne peux que vous conseiller cette lecture. Aujourd'hui, mardi 9 octobre, j'ai terminé hier ma lecture du Malheur du bas d'Inès Bayard aux éditions Albin Michel. Je n'ai pas aimé ma lecture. Je vous raconte brièvement de quoi traite le livre. Ça raconte l'histoire de Marie qui va être violée un soir en rentrant chez elle par son patron. Et du coup, le livre va raconter sa progressive descente aux enfers. Je n'ai pas aimé ce livre parce que déjà, il m'a rappelé Je me suis tue de Mathieu Ménégo que j'avais adoré. Alors, il m'a rappelé, sans rappeler le livre, c'est-à-dire qu'il y a 3 points similaires qui sont identiques à Je me suis tue de Mathieu Ménégo. Je ne vous dis pas quels sont ces points parce que sinon je vais vous spoiler l'histoire. Mais voilà, 3 points sont identiques au livre Je me suis tue de Mathieu Ménégo, mais juste au niveau des événements. Parce que sinon, les 2 livres n'ont strictement rien à voir, tant dans l'écriture que dans la manière d'amener les choses. Alors, je n'ai pas aimé. Pourquoi ? C'est un livre qui se lit bien, là-dessus j'ai pas de soucis. Sauf que ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, déjà, c'est la plume. J'ai pas adhéré à la plume de cette autrice. Je l'ai trouvée trop crue, pas du tout fine.
C'est vraiment écrit sans finesse. C'est trash au niveau descriptif. Alors déjà par rapport au viol, mais ça si c'est trash à la limite ça me dérange pas, puisque l'autrice je pense a voulu faire passer un message. Ce qui m'a déplu c'est le trash dans un descriptif, alors pas le viol mais ce qui suit ensuite. Le trash dans un descriptif, déjà que je n'ai pas forcément trouvé nécessaire. Je pense en fait que l'écriture m'a tellement déplu que du coup j'ai survolé l'histoire, je n'ai pas forcément compris le message qu'a voulu faire passer l'autrice. Enfin si, je pense l'avoir compris, c'est juste que j'ai pas adhéré. Le viol c'est une peur viscérale chez la femme et normalement j'aurais dû être du coup bouleversée par cette histoire, sauf que je n'ai pas du tout été bouleversée par l'histoire à cause de cette plume. Je suis restée froide par rapport à ce qu'il arrive à Marie. En plus, j'ai détesté Marie. Je n'ai pas aimé son comportement. Voilà, elle tombe enceinte, elle va avoir un enfant qu'elle va maltraiter. Ce petit bonhomme qui n'a rien demandé à personne. Et je l'ai détesté pour ça. Voilà, j'ai pas réussi à me dire qu'elle avait été violée, qu'elle aussi ça avait été une victime. En aucun cas je l'ai prise pour une victime. Voilà, je suis passée complètement à côté du livre. Elle m'a énervée cette Marie. Comme je l'ai dit, la plume elle est trash, elle est crue. Il y a des descriptions vraiment que j'ai trouvées nauséabondes. Voilà, je vais peut-être loin dans le détail et dans mon opinion, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, je pense aussi qu'au-delà de la plume, une autre chose qui m'a déplu et qui a fait que je n'ai pas réussi à rentrer dans le livre, enfin, une des raisons qui fait que je suis restée froide à l'histoire, c'est aussi le comportement des proches de Marie. Elle a une mère, qui va s'apercevoir, enfin même pas, il va se passer quelque chose à un moment de l'histoire. Voilà, Marie va faire quelque chose à un moment de l'histoire et la maman, ça la perturbe pas plus que ça, alors que c'est quelque chose de vraiment déroutant ce qu'elle fait, quoi. Enfin, moi je fais ça, demain ma mère elle m'interne. Et le mari aussi, voilà, j'ai trouvé son comportement sa femme se fait violer, alors effectivement sa femme va le cacher, va le lui cacher et va le cacher également à tout le monde parce qu'elle a honte comme beaucoup de femmes violées. Et le mari s'aperçoit de rien, donc qu'il ne sache pas qu'elle s'est faite violer, ok, mais elle a forcément un comportement bizarre, étrange, même si elle prend sur elle. Et d'ailleurs elle le relate, que son changement vis-à-vis de son mari change. Et lui, il se pose pas plus de questions que ça, il s'en pose pas du tout d'ailleurs, voilà. Donc deux comportements de proches que j'ai trouvé vraiment bizarres et pas du tout crédibles ni cohérents. Et c'est aussi cela qui a fait que je suis restée froide au récit, voilà. Donc si vous aimez, enfin entre guillemets, ce genre de thème, si ça vous intéresse, les sujets de viol, mais surtout l'après-viol et comment la femme réussit à survivre et les différentes phases par lesquelles elle passe pour essayer de survivre et puis de continuer à vivre, enfin si on peut appeler ça vivre, je pense que la vie de toute femme est détruite après un viol. Je pense que Je me suis tue de Mathieu Ménégo est bien au-dessus. Bien au-dessus, d'autant plus qu'il a été écrit par un homme et j'ai trouvé ça très fort parce que franchement un homme qui a une telle perception fine de la femme, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, en étant complètement différent, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas du tout la même plume ni la même manière d'aborder les choses. Je me suis tue de Mathieu Ménégo est bien au-dessus de Le Malheur du Bas d'Inès Bayard. Donc si vous voulez lire un livre sur ce thème-ci, franchement, je vous conseille plus Je me suis tue de Mathieu Ménégo. Je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 octobre et je viens de terminer
Einstein, le sexe et moi d'Olivier Liron chez Alma Éditeur. Je l'ai commencé hier, donc j'ai mis un jour pour le lire. Ça se lit très rapidement, moins de 300 pages. Et c'est une lecture qui se lit d'une traite parce que c'est vraiment une lecture très plaisante à lire. Je l'ai lu parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est des avis dithyrambiques que j'ai vu passer, notamment que c'était très drôle, très plaisant à lire. Et du coup, j'ai eu envie de le lire, j'avais besoin de ce type de lecture en ce moment. Et pour la petite histoire, Olivier Liron, donc l'auteur de ce bouquin, est autiste Asperger. Je ne sais pas si le terme je le prononce bien. J'ai regardé une vidéo YouTube et le présentateur, le journaliste, l'a éplé comme ça. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme. Je vais vous mettre sur la vidéo l'orthographe si vous voulez en savoir plus sur cette forme d'autisme. Alors j'ai fait des recherches sur YouTube, sur Wikipédia, parce que je ne sais pas du tout quel est ce type d'autisme. C'est un domaine c'est un domaine que je méconnais complètement. Et j'ai voulu en apprendre plus pour savoir dans quoi je mettais les pieds au niveau de la lecture. Parce que je trouve ça intéressant et vraiment très original, un autiste qui écrit un livre. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Alors, je vais être brève au niveau de la définition de ce qu'est un autiste Asperger. En fait, vous ne voyez pas qu'il est autiste. Voilà, c'est vraiment... Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une forme très légère d'autisme. Parce que je suis allée sur YouTube voir des vidéos d'Olivier Liron. Et physiquement, il présente super bien. Il parle super bien. Il a l'air vraiment brillant. Il faut savoir qu'il a gagné 10 fois, une dizaine de fois l'émission Question pour un champion que tout le monde doit connaître. Et vraiment, je ne croirais pas du tout qu'il est autiste. Et c'est plutôt une bonne chose parce que je pense que du coup, il permet de nous rassurer sur ce problème neurologique et de nous dire que les parents qui ont un enfant autiste, finalement, cet enfant, il peut avoir une vie tout à fait normale. Et il faut savoir qu'Olivier Liron, je pense, a un QI nettement supérieur à la moyenne. Quand on l'entend s'exprimer, on sent bien qu'il est brillant. Et puis bon, pour avoir gagné 10 fois Question pour un champion, je pense qu'il faut en avoir dans le crâne. Et donc, effectivement, cette forme d'autisme, visuellement, vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte. C'est en côtoyant la personne que vous vous en rendez compte. Je vous donne juste un exemple. Donc, c'est effectivement des gens qui sont très très intelligents et qui ont une vie sociale qui peut être normale. C'est juste que par exemple, ils peuvent avoir une marque d'affection pour vous inappropriée. Ils peuvent obéir à des consignes au pied de la lettre. S'ils ont un thème de prédilection, une passion, un loisir, ils peuvent faire une fixation dessus et vous en parler encore et encore. Voilà, je ne vais pas vous citer tous les exemples, mais voilà quelques exemples tout du moins de cette forme d'autisme. Et donc cet auteur, atteint de cette pathologie, a écrit un livre qui est vraiment brillant, je trouve. Effectivement, c'est drôle. Alors moi, j'ai pas ri aux éclats, mais j'ai quand même beaucoup souri à certains passages. Et vous lisez ce livre d'une traite parce que déjà, je regardais Question pour un champion avec mes grands-parents quand j'étais petite. Et du coup, ça a été pour moi un souvenir assez nostalgique parce que mes grands-parents ne sont plus de ce monde. Et vraiment, alors déjà pour vous dire ce que relate ce livre, Olivier Liron vous raconte toute l'émission Question pour un super champion.
et auquel il a participé. Donc c'est quelque part une autobiographie. Je pense que oui, c'est une autobiographie. Alors je ne sais pas si vous connaissez le film Slumdog Millionnaire. C'était un film indien de mémoire, en tout cas avec des acteurs indiens. Et un jeune homme participait à l'émission Qui veut gagner des millions, mais la version pas avec Jean-Pierre Foucault, hein, mais présentée par un présentateur indien, puisque voilà, des acteurs indiens, donc l'équivalence. Et à chaque question, chacune des questions de cette émission le ramenait à un événement de son passé. C'est comme ça qu'il trouvait la réponse à la question, en fait. Parce que chacune des questions, il en connaissait la réponse, parce que ça le ramenait à un événement de son passé. Et c'est comme ça que se passe le film. Tout le film, c'est cette émission de télé, avec des flashbacks de son passé. Et ce livre, c'est exactement la même construction. C'est-à-dire que tout le livre, c'est l'émission Question pour un super champion, auquel il a participé. Et du début à la fin, donc à chaque question, enfin pas forcément à chaque question, mais à plusieurs questions, vous allez avoir un flashback qui va le ramener à un événement de son passé. Et c'est comme ça que vous allez en apprendre plus sur notamment ses souffrances à l'école, puisqu'il a été malheureux à l'école, il était moqué par ses camarades, même plus que ça, il a subi du harcèlement scolaire, de la violence. Vraiment qui m'a choquée, parce que j'ai trouvé que ça allait vraiment très loin, hein. C'était pas juste de la moquerie, je trouve ça juste scandaleux, inadmissible. Voilà, moi je serais les parents, ce serait un aller simple pour la maison de correction. Je ne conçois pas qu'on puisse se comporter comme ça avec ses camarades. Moi je me souviens que quand j'étais petite, effectivement je me moquais de mes camarades, ça m'arrivait. On est cruel quand on est enfant, il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience. Mais de là, martyriser mes camarades, à les frapper ou à leur faire subir des violences vraiment masochistes presque, franchement, dans mon esprit de petite fille, c'était juste inacceptable, inconcevable. Voilà. Et donc, j'en finis pour la parenthèse. Et pour en revenir à ce livre, donc voilà, tout le livre, c'est l'émission de télé. Et ce qui est drôle, c'est que, effectivement, c'était à l'époque où c'était présenté par Julien Lepers. Alors, je sais plus si l'émission existe toujours, si elle est présentée par quelqu'un d'autre, mais voilà, moi, dans mes souvenirs, c'était Julien Lepers. Et du coup, quand j'ai lu le livre, j'ai vu Julien Lepers, tout le livre, et sa manière qu'il avait de parler, de s'exprimer, et la manière qu'il avait de poser les questions. Et tout le ton est là. Il a vraiment repris, l'auteur a vraiment repris les mimiques de Julien Lepers, ses expressions, et franchement, vous voyez l'émission défiler en un éclair, et vous allez vraiment lire ce livre d'une traite, parce que c'est vraiment intéressant. Je mourrai moins idiote, puisque je saurai maintenant ce qu'est l'autisme Asperger. Et vraiment, je trouve cet auteur très brillant et talentueux. Alors, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce livre, parce que c'est un livre qui est léger, dans le sens où il est fait pour être une lecture plaisante et amusante. En sachant que l'auteur, il dénonce certaines choses, il dénonce déjà son harcèlement scolaire, mais sans s'apitoyer sur son sort, et franchement, à aucun moment, vous allez juste éprouver de l'émotion, de l'attachement pour ce personnage, mais en aucun cas, vous allez trouver qu'il se victimise ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment un livre qui est là pour être drôle. Et ce qui dénonce, c'est cette norme du beau qu'on vous assène à longueur de temps. Voilà, cette manière que la société a de vous faire rentrer dans des cases et finalement de faire en sorte que vous rejetiez ce qui n'est pas conforme à vous. Voilà, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je trouve pas ça normal. Je pense qu'on devrait accepter tout le monde dans la société, ainsi que les gens différents, parce que les gens différents, ça aurait pu être vous et moi. Je vous invite donc à lire ce livre et à aller voir, à vous renseigner sur cette forme d'autisme.
et allez voir les vidéos de questions pour un champion qu'il a tourné sur YouTube. Alors moi je n'ai vu que des passages, j'ai pas vu les émissions complètes, mais on voit qu'il a repris les émissions dans lesquelles il avait participé. Et voilà, donc pour rappel, il a gagné 10 fois Question pour un champion en 2012 et je trouve ça vraiment exceptionnel quand on voit le niveau des candidats et le niveau de culture qu'il faut avoir pour ne serait-ce que participer à cette émission et la remporter ne serait-ce qu'une fois. Voilà, lui, il en a gagné 10 et je trouve ça vraiment admirable. Donc bravo Olivier Liron pour votre livre que j'invite les gens à lire. Que je trouve brillant. Voilà. Je reviens vers vous aujourd'hui, dimanche 14 octobre. J'ai terminé hier le Café des Délices, le premier épisode, la rencontre, écrit par Linda da Silva aux éditions Edilivre, une maison d'édition que je ne connais pas, donc je suppose que c'est une petite maison d'édition. C'est le premier épisode, donc je suppose qu'elle va en sortir d'autres, mais je ne sais pas combien exactement. J'ai terminé également hier, je vais vous en parler, Moriarty, qui est un manga, donc je vous en parle tout de suite après. Donc pour le Café des Délices, c'est un livre feel good, un livre doudou. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme du livre doudou, c'est un livre feel good qui est rassurant, qui nous fait du bien, qui est anti-violence. Voilà ce qu'est un livre doudou selon moi. Je n'en lis jamais, ce n'est pas mon style de livre. Donc là je suis vraiment sortie de ma zone de confort pour vous faire découvrir d'autres choses et surtout à moi-même. Voilà, parce que c'est quand même grâce aux blogueurs, aux booktubeurs que j'ai pu me mettre à la bande dessinée, aux comics. C'était un genre que je ne lisais pas. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup de bandes dessinées, plus du tout à l'âge adulte. Et du coup, grâce aux blogueurs, j'ai découvert des comics et des bandes dessinées superbes que je suis très heureuse d'avoir découvert. Et du coup, voilà, je ne me ferme pas l'esprit aux choses et aux genres. Je suis ouverte d'esprit surtout. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de me mettre un peu au feel good, même si c'est pas mon style de lecture. Donc voilà, chose faite avec le Café des Délices. Donc ça raconte, je pense que l'autrice s'est inspirée de sa vie pour écrire ce livre. Je pense qu'elle y a mis beaucoup d'elle-même et ça se ressent parce que c'est une autrice avec qui j'ai quand même pas mal de contacts sur Instagram et qui déjà avant de lire ce livre me paraissait être une autrice vraiment très humaine, très généreuse et très ouverte sur les autres. Et quand j'ai lu son livre, je me suis dit mais c'est tout à fait l'image que j'ai d'elle dans la vie. Et je pense que du coup c'est un peu un livre autobiographique. C'est l'histoire de Linda, donc le personnage principal s'appelle Linda et c'est aussi le prénom de l'autrice, qui a 2 enfants, Matteo et je sais déjà plus le nom de... Ah voilà, Matteo et Tania. Donc Tania a 14 ans, Matteo a 6 ans. Il y a eu un attentat récemment, quelques semaines avant le début du livre, sous la Tour Eiffel, et qui a profondément marqué les enfants, qui se posent une question existentielle, à savoir, mais les gens, ce ne sont pas des gens bien, ce sont des gens méchants. Voilà. Et du coup, ce qu'elle va décider de faire, Linda, c'est qu'elle possède un restaurant qui s'appelle le Café des Délices, qui se situe sur les Champs-Élysées, ou à côté des Champs-Élysées, bon bref ça n'a pas d'importance. Et du coup elle va les faire travailler durant tout l'été dans son restaurant, ils vont venir l'aider. Pourquoi? Parce que c'est un restaurant vraiment très humain, où se côtoient des gens qui se sont rapprochés, qui rencontrent des difficultés dans la vie et qui vont en parler. Et ce sont vraiment des gens formidables, qu'on finit par se rapprocher, qu'on finit par devenir amis. Et donc par là, elle essaye de faire comprendre à ses enfants que tous les gens ce ne sont pas des pourris et qu'il en existe aussi des biens. C'est... Voilà, ce que je noterais de ce livre, c'est l'attachement. L'attachement pour les personnages, parce qu'effectivement ils sont profondément humains et on s'y attache très facilement. Le livre se lit vraiment très vite parce qu'on a envie de connaître la fin,
mais en fait on a surtout envie de savoir ce que vont devenir tous ces personnages auxquels on s'attache vraiment très facilement. C'est voilà, c'est un livre qui vous fera du bien, qui est vraiment feel good, et vous allez vraiment vous attacher au perso. C'est vraiment pour les amateurs du genre, donc feel good, livre doudou, vous serez ravis par ce livre. Et voilà, et je serais très curieuse de savoir ce que vont devenir tous ces personnages dans l'épisode 2. Donc des personnages qui vont, comme je le dis, se côtoyer, se rencontrer, et dont pour certains le destin va s'unir. Donc je vous en dis pas plus, il n'y a rien d'autre à raconter parce que c'est vraiment tout tourne autour de ce café des délices. D'ailleurs, un café des délices qui m'a donné envie d'acheter des macarons, parce qu'apparemment Linda est très fine, est une excellente cuisinière et elle fait d'excellents macarons, et on en parle beaucoup de macarons dans ce livre, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller à mon La Durée qui se trouve juste à côté de mon travail pour aller en acheter. Je pense que je vais le faire cette semaine d'ailleurs. Donc voilà, un livre doudou, un livre feel good pour tous les amateurs du genre. Et donc comme je vous le disais au départ, j'ai terminé également hier, parce que ça se lit très vite les mangas, Moriarty. Donc évidemment tout le monde connaît Moriarty, c'est l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Et donc là c'est le personnage principal de ce manga. Il vient d'une famille illustre. Voilà, son père est comte ou baron. Voilà, c'est un comte. Et Moriarty, il est vraiment scandalisé par la hiérarchie des classes sociales en Grande-Bretagne. Alors c'est un livre qui se passe à la fin du XXe siècle. Le scénariste de ce manga s'est beaucoup documenté sur l'Angleterre de cette époque pour pouvoir écrire ce manga en toute connaissance de cause, et il a bien fait parce qu'on sent qu'il s'est vraiment documenté. Et Moriarty, il est vraiment scandalisé par ce système de hiérarchie sociale, à savoir vous avez les nobles, les bourgeois tout en haut. Ensuite, vous avez la classe moyenne, donc supérieure, classe moyenne et classe moyenne inférieure. Et puis ensuite, vous avez la classe ouvrière. Et aucun ne se mélange. Et la classe ouvrière, paysanne, est traitée vraiment comme de la merde, comme des moins que rien qu'on exploite. Et Moriarty, il est excédé par ce système-là. Et il va rencontrer dans un orphelinat un jour 2 orphelins. Il va avoir très bonne impression de ces gamins, qui viennent de la classe sociale la plus pauvre. Il va les adopter, il va les intégrer à sa famille. Ils ne seront pas acceptés par le comte, qui va les adopter pour donner de lui une bonne image, mais ne les acceptera pas. Et ce fils aîné, Moriarty, donc, qui est scandalisé par cette hiérarchie, lui, ce qu'il veut, il a une ambition qui est folle, c'est que le monde, le pays, retrouve la paix. Parce que pour lui, le pays ne retrouvera la paix que lorsqu'il n'y aura plus ce système de hiérarchie. Voilà. Donc c'est un manga qui a vraiment, vraiment beaucoup de fond. Pour moi, c'est un manga économico-social. Voilà, le scénariste, vraiment, c'est, comme je vous le dis, c'est documenté sur l'Empire britannique du XXe siècle. Et on le sent, ça se voit. J'ai bien aimé le trait de crayon. Alors je suis pas du tout connaisseuse de manga, j'en lis vraiment trop peu pour l'être. Mais j'ai trouvé vraiment le trait de crayon très fin. Les personnages sont vraiment très charismatiques. Et j'ai vraiment bien aimé les dessins, mais encore plus le scénario que j'ai trouvé vraiment béton. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Parce que c'est vraiment un manga avec du fond. Et ça cultive, et vraiment bien construit. J'ai tout aimé dans ce manga, et je compte bien lire le tome 2. Le tome 2 il vient de sortir, et du coup je pense que je vais aller l'acheter cette semaine pour pouvoir le lire peut-être le mois prochain ou au mois de décembre. Plus au mois de décembre je le lirai. Je ne sais pas si je vous en reparlerai, parce que je pense que comme tous les mangas, ça va être une série en plusieurs volumes.
Je ne pourrais pas en parler systématiquement parce que ce que j'en dirais sera toujours la même chose. Mais pour les amateurs de manga avec du fond qui cultive, un manga vraiment qui soit bien construit, qui ne soit pas du tout abétisant, parce que les mangas, voilà, moi j'en lis très très peu parce que je trouve que ça part un peu dans tous les sens, c'est toujours un peu excentrique, il y a toujours des monstres, c'est vraiment un univers particulier, j'aime pas ça. Là c'est vraiment très terre à terre. Et vraiment pour les amateurs de manga qui cultivent, qui apportent la culture, qui a du fond, où le trait de crayon est vraiment fin, les dessins sont vraiment jolis, lisez-le, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés ou les yeux bien ouverts justement, et vous ne serez pas déçus. Je reviens vers vous, aujourd'hui nous sommes jeudi 25 octobre, j'ai terminé avant-hier Seul l'avenir le dira de Jeffrey Archer. Je vous en parle que maintenant parce qu'en fait j'ai tourné une vidéo déjà avant-hier mais elle m'a pas convaincue, du coup je la retourne de nouveau aujourd'hui. Alors, Seul l'avenir le dira de Jeffrey Archer aux éditions Le Livre de Poche. C'est le premier tome de 7 volumes. Je ne sais pas si le 7e volume correspond à la fin de cette saga sur la famille Clifton. J'ai pas voulu faire de recherche, j'avais peur d'être spoliée. Du coup, je ne sais pas du tout si le 7e volume correspond au dernier de la saga ou s'il y en aura d'autres ensuite. Voilà. C'est une saga familiale autour de secrets de famille. C'est une bookstagrammeuse qui me l'avait conseillé parce qu'elle savait que j'adorais Robert Goddard. Robert Goddard, c'est un auteur de thriller sur fond de secrets familiaux. Un peu comme Jeffrey Archer, sauf que la différence, c'est que Robert Goddard, il y a des meurtres. Un meurtre a été commis et ça tourne autour de la famille. Ici, il n'y a pas forcément de meurtre, enfin il y en a, mais c'est pas l'intrigue principale du livre. Là, ça reste vraiment, on est vraiment dans la saga familiale, le roman. Et du coup, on va suivre Harry. En fait, on suit plusieurs personnages parce que voilà comment le livre se construit, en tout cas pour ce premier volume. Chaque chapitre correspond à un personnage. Voilà, en sachant que le personnage principal c'est Harry Clifton. Il est fils d'un docker et d'une serveuse, donc il fait partie de la classe ouvrière, de la classe pauvre on va dire. Et tout le prédestine à suivre le chemin de son père et de devenir docker. Il faut savoir que nous sommes dans l'Angleterre des années 20. L'intrigue commence en 1920 à la naissance d'Harry et se termine pour ce premier volet en 1939, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et donc tout le prédestine à suivre les traces de son père, sauf que c'est sans compter une voie exceptionnelle qui va lui ouvrir les portes d'une école prestigieuse où il va devenir du coup boursier grâce à cette voie. Il va pouvoir chanter dans la chorale. Et il va faire la rencontre dans cette école de Dickens et de Gilles. Et ces deux garçons vont devenir ses meilleurs amis. Dans cette école se côtoient des familles bourgeoises, c'est la classe bourgeoise. Et du coup, ces deux amis font partie d'une famille plus bourgeoise que la sienne, puisque lui, comme je vous le dis, est issu d'une famille pauvre. Et ça va quand même devenir ses deux meilleurs amis. Mais ce que ces garçons ne savent pas, c'est que, surtout pour Gilles et Harry, ces deux garçons sont liés par un secret qu'ils ne connaissent pas. Et ce secret va avoir des conséquences très lourdes sur leur devenir et sur leur famille. Je ne vous en dis pas plus. En parallèle, Harry va tomber follement amoureux de la sœur de Gilles. Et donc vous avez de la romance dans ce bouquin. Bref, c'est vraiment une lecture qui fait pour moi très très agréable. Parce que déjà, il faut savoir qu'il n'y a aucun temps mort. Vous ne lâchez pas le livre d'une seconde. Les personnages sont attachants, plus particulièrement Harry, vraiment que j'ai adoré. Le fait que chaque chapitre, on suit un personnage à chaque chapitre, je pense que c'est ça qui fait qu'il n'y a aucune lenteur et que vraiment c'est une lecture prenante et passionnante. Je pense que ça joue beaucoup dans le rythme. Sinon, ce livre m'a pas mal fait penser au roman de Luca Di Fulvio,
un conteur, un formidable conteur italien. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cet auteur-là, mais pour ceux qui connaissent, sachez que j'ai beaucoup pensé à lui en lisant ce roman, notamment dans le côté manichéen. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, il n'y a pas de demi-mesure en fait, dans le bien et le mal. Les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants. Voilà. Donc j'ai beaucoup pensé à Luca Di Fulvio dans ce côté manichéen et aussi dans le côté conteur. Luca Di Fulvio est vraiment un conteur extraordinaire, je trouve, et celui-ci est bon, c'est un conteur aussi formidable, un peu en dessous de Luca Di Fulvio, mais très très bon aussi dans ce domaine. La différence aussi entre les deux auteurs, c'est que dans ce roman-là, il n'y a pas de violence, ou très 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 peu. Alors que Luca Di Fulvio, c'est un formidable conteur, mais vous êtes à un moment de votre lecture, à un moment donné, vous arrivez à un passage ou un événement d'une extrême violence, et ça crée un contraste avec le reste du récit. Pas ici. Ici, il n'y a aucune violence ou très très peu de violence. C'est vraiment le roman qui peut être lu par toute la famille, vraiment tout le monde. C'est le point positif du bouquin, en plus d'être vraiment haletant. Évidemment, je vais lire ses prochains livres parce que j'ai vraiment accroché, vraiment. C'est voilà, pour résumer ma lecture, il n'y a pas forcément grand chose à dire de ce livre. Il n'y a pas de demi-mesure dans les personnages. Les personnages, ils n'ont pas de côté sombre, ou alors s'ils ont un côté sombre, ils n'ont que ça. C'est pas vraiment des personnages dont le caractère est fouillé. C'est vraiment la saga familiale type qui peut être lue par tout le monde. Et vraiment, c'est vraiment une lecture qui fut vraiment très agréable pour moi. J'ai adoré cette lecture. Bien évidemment, il va de soi que je vais lire les prochains livres, les prochains tomes. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans les prochains. Et voilà. Donc pour résumer ma lecture, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est une lecture qui fut très agréable. Me revoilà aujourd'hui vendredi 2 novembre pour vous parler d'un livre que j'ai terminé il y a quelques jours maintenant, donc il rentre dans ce point lecture du mois d'octobre, pas de souci. Les yeux couleur de pluie et Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talmen aux éditions Françoisir, qui ont sorti une édition comprenant les 2 premiers volumes. Donc un intégral 2 volumes. C'est du feel good. Donc j'ai lu les 2, j'ai terminé les 2 parce que ça se lit vite. C'est les feel good en général, c'est pas trop des pavés. Je suis, comme vous le savez maintenant, je suis pas une adepte du feel good, et encore moins après avoir lu ce livre. Bon, j'ai apprécié la lecture du premier volume, autant le deuxième j'ai un peu peiné. Alors c'est l'histoire de Marie-Lou qui est étudiante en médecine et qui veut se spécialiser dans la neurologie et qui va être affectée à Brest pour faire son internat. Et donc Brest va la changer de sa Grenoble natale. Mais voilà, donc une nouvelle vie s'annonce pour elle, avec de nouvelles rencontres. Et un soir, elle va tomber sur Mathieu, qui est interne en ORL, et dont elle va tomber follement amoureuse. Donc le premier roman, c'est un jeu de chat et de souris. Mathieu, il a peur de l'engagement, etc. Donc le premier volume tourne autour de ça. Et j'ai trouvé le récit pas très original et gnangnan, voilà. Moi, je ne suis pas une adepte du feel good à cause de ça, parce que souvent les histoires, je les trouve gnangnan et ça m'apporte rien. Mais je peux comprendre que les gens puissent aimer, dans le sens où ça libère l'esprit, c'est des livres qui sont là pour quand on n'a pas envie de se prendre la tête ou réfléchir à certaines choses. Voilà, un livre très bien pour la plage. Et voilà, donc un récit pas très original, que j'ai trouvé gnangnan, cousu de fil blanc, mais agréable à lire. Parce que voilà, Mathieu et Marie-Lou se tournent autour, etc. On se dit, est-ce qu'ils vont sortir ensemble? Même si on devine la fin, on se dit, est-ce qu'ils vont sortir ensemble? Est-ce qu'ils vont pas sortir ensemble? Voilà, donc ça j'ai bien aimé. Et c'est vrai que c'était une lecture plaisante à lire.
Malheureusement, le deuxième volume, Entre mes doigts coule le sable, ça a été un peu plus poussif. J'ai eu un peu plus de mal à lire parce que j'ai trouvé que l'histoire démarrait lentement. Il m'a fallu lire beaucoup de pages pour connaître un semblant d'histoire. Voilà, je trouvais que ça partait un peu, le récit partait un peu dans tous les sens. Bon. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire. En fait, l'autrice aurait pu s'arrêter au tome 1. Pour moi, voilà, elle aurait pu s'arrêter au tome 1. Bon bref, j'ai réussi à le finir jusqu'au bout. C'est vraiment un livre pour les amateurs de feel good, dont je ne fais pas partie. Une chose que j'ai trouvée intéressante dans le livre, c'est la partie médicale. Parce qu'il faut savoir que l'autrice est neurologue dans la vraie vie. Du coup, je suppose qu'elle s'est basée sur sa propre vie pour tout ce qui est anecdote sur la vie à l'hôpital. Et là par contre c'était vraiment intéressant parce qu'on apprend certaines choses sur certaines maladies neurologiques comme la Parkinson, comme les tumeurs cérébrales, etc. Et ça c'était vraiment la partie intéressante en sachant que l'autrice a bien su doser le récit, à savoir qu'elle a fait en sorte que la partie médicale n'empiète pas sur l'intrigue amoureuse, sur le feel good. Donc ça reste vraiment un livre bon enfant, vraiment une histoire légère à lire sans se prendre la tête. Même moi qui suis hypocondriaque, j'ai pu lire le livre sans à la fin de ma lecture m'imaginer avec un début de tumeur cérébrale, donc c'est plutôt une bonne chose et c'était pas gagné. Donc voilà, c'est vraiment le point positif du livre. Sinon pour le reste, c'est vraiment un livre pour les amateurs du genre, qui veulent lire un livre agréable à lire sur la plage. Voilà, mais sinon pour le reste, c'est pas le livre de l'année. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour le mois de novembre à venir, je vais avoir une pile à lire un peu spéciale puisque je participe au challenge The Black November, qui est un challenge organisé par la booktubeuse Il est bien ce livre. Je vous mets les modalités de ce challenge en barre d'infos. C'est donc un challenge qui est basé que sur les thrillers. C'est pour ça que je n'ai pas inclus de thrillers dans ma pile à lire du mois d'octobre, parce que je voulais les garder pour le mois de novembre. Et donc par exemple du 1er au 4 novembre, il faut lire un livre de moins de 300 pages. Ensuite un ou plusieurs livres, parce que suivant votre rythme de lecture, vous pouvez en lire un ou plusieurs. Moi pour ma part, comme je lis en moyenne 5 à 6 livres par mois, du coup je n'aurai qu'un livre par étape. Donc par exemple du 1er au 4 novembre, c'est un livre de moins de 300 pages. Ensuite du 5 au 9 ou 8 novembre, c'est par exemple un livre sur une autrice francophone, voilà, mais que du thriller. Alors je vous le dis, je vous le répète, le lien avec les modalités du challenge en barre d'infos, sachant que le jour où va être postée sur YouTube cette vidéo, le challenge aura déjà commencé, mais vous pouvez le prendre en cours de route, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tout ça pour vous dire que fin novembre, début décembre, je reviendrai avec vous avec un point lecture du mois de novembre exclusivement basé sur des thrillers et rien que des thrillers. J'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que je vais réussir ce challenge. Il n'y a absolument rien à y gagner si ce n'est une satisfaction personnelle. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon mois de novembre avec de belles lectures livresques et je vous dis au mois prochain. Bye!